Salut tout le monde à ce topo du WEF d'octobre 2024. Salut, si tu cherches le matérialisme, c'est en dessous. La même salle, l'étage d'en dessous. Vous avez fait le choix de venir voir un super topo sur la prise du pouvoir des fascistes en Allemagne en 1933. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Tout le monde sûrement a vu autour des élections européennes, et puis depuis un certain temps, les élections législatives, on a des discussions avec plein de gens qui nous expliquent que en France et ailleurs et partout, en réalité, le fascisme est à nos portes, en parlant de la montée électorale de l'extrême droite. Alors l'idée, c'est pas de revenir sur l'extrême droite aujourd'hui, mais de comprendre ce que c'était le fascisme dans les années 30, de fait. En Allemagne, il y avait déjà eu un topo sur cette même question, mais en Italie, lors du dernier WEF. Et donc comprendre ce que c'est le fascisme comme un phénomène particulier dans l'histoire de la lutte des classes. Si on reprend... attendez, excusez-moi, je me suis déjà perdu, ça commence bien. Sans faire des énormes citations, mais plus partir de grands résumés d'idées que certains ont dites avant nous. Selon Walter Benjamin, le fascisme, c'est la conséquence d'une révolution ratée. On y reviendra dans le topo, entre autres avec ce qu'est la révolution en Allemagne jusqu'en 1923, qui est écrasée par la bourgeoisie, et puis la montée du mouvement ouvrier dans les années 30. Et selon Bertolt Brecht, lui définissait le fascisme comme étant la conséquence d'une politique de la bourgeoisie effrayée par le développement du communisme au niveau et des idées communistes au niveau international. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. L'idée, c'est pas de vous dire est-ce qu'ils avaient raison de dire ça ou pas, mais donc voilà, comprendre que pour lutter contre l'extrême droite et le vrai danger qu'elle représente aujourd'hui, il faut ni la sous-estimer ni la grossir, mais comprendre. Revenir dans le passé pour comprendre l'idée. On ne va pas vous dire là ce soir, tout à l'heure à la fin du topo, est-ce qu'aujourd'hui c'est le fascisme ou pas. L'idée, c'est plutôt aussi d'en discuter entre nous. Je vais revenir du coup d'abord sur les conséquences de la Première Guerre mondiale, sans faire tout un déroulé, mais pour comprendre que le fascisme en Allemagne, il vient quand même, pas qu'en Allemagne bien sûr, même si là c'est le sujet qu'on traite, il vient quand même entre autres de ça. Donc les conséquences de la Première Guerre mondiale, entre autres pour l'impérialisme allemand, d'abord, qui a perdu avec cette guerre-là toutes ses colonies, puisque c'est la France et l'Angleterre, entre autres, qui s'en attribuent l'essentiel, qui perd 1/7 de son territoire, 1/10 de sa population. Donc vous comprenez que pour la bourgeoisie allemande, c'est un sacré coup quand même dans la figure. Et en plus, les vainqueurs, non seulement ils annexent toute une série d'anciens morceaux du territoire allemand, mais ils déclarent l'Allemagne comme étant la plus grande coupable de cette guerre et la taxent avec des quantités immenses de millions de marks de réparation de guerre. L'Allemagne, elle n'a pas le droit de se réarmer, elle doit renoncer à son aviation, elle a le droit d'avoir qu'une marine un peu faible, et son armée, c'est plus que 100 000 hommes. Excusez-moi, j'ai pas fait la comparatif avec la taille de l'armée allemande avant la Première Guerre mondiale, mais tout le monde comprend bien que c'est pas 100 000 hommes. Mais donc une armée qui est incapable en réalité de menacer les puissances anglaises ou françaises, mais qui est, il leur laisse parce que c'est soi-disant un peu indispensable pour le maintien de l'ordre. Suite de la Première Guerre mondiale toujours, il y a un truc qui s'appelle le traité de Versailles, donc essentiel soi-disant le traité de paix, mais qui est en réalité un coup mis en plus encore sur l'impérialisme allemand. C'est un diktat pur et simple qui étrangle en réalité l'impérialisme allemand. Il est accepté par les hommes politiques de l'Allemagne, mais parce qu'en fait ils l'auraient imposé et qu'ils n'ont pas d'autre choix de toute façon que de l'accepter. Pour comprendre aussi tout ce qui va se passer après, en fait, ils acceptent ce truc-là, mais à aucun moment ils renoncent à récupérer tout l'espace qui était celui de l'impérialisme allemand avant la Première Guerre mondiale, et à récupérer toutes les richesses qui sont nécessaires justement pour cette expansion. Et il y a tout un chaos aussi évidemment économique d'après-guerre qui frappe les artisans, les marchands, les employés, et la classe ouvrière aussi. Par ailleurs, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, une crise de l'agriculture aussi en Allemagne. On ne reviendra pas dessus parce que ça nécessiterait un topo à part entière. Mais la post-Première Guerre mondiale, quand même, en Allemagne, c'est aussi tout un essor du mouvement ouvrier
avec la révolution allemande. Lisez dessus, c'est passionnant, mais malheureusement, elle est, c'est pas une révolution qui est victorieuse, mais de 1918 à 1923, il y a une énorme montée ouvrière aussi qui bouleverse aussi la situation politique et sociale, et qui est durement réprimée par des groupes qui vont être en partie responsables de l'émergence du parti nazi, qui sont les corps francs. Clara, elle reviendra aussi un peu dessus tout à l'heure, avec le lien qu'ils peuvent avoir avec le mouvement ouvrier, mais comprendre que le parti nazi, qui est fondé en 1921, il est entre autres fondé aussi par des anciens combattants qui sont incapables de supporter le retour à la vie civile, la perte de leur commandement, qui viennent donc en partie des organisations paramilitaires, les corps francs dont j'ai parlé avant, et qui ont été utilisés dans cette période de montée révolutionnaire pour réprimer aussi, pas aussi réprimer complètement, purement et simplement les luttes de la classe ouvrière. Et c'est eux qui, entre autres, formeront ce qu'on appelle les SA, les sections d'assaut, qui sont clairement la milice paramilitaire, l'armée du parti nazi, qui est fondée aussi en 1921. Je reviendrai un peu plus tard après sur les chiffres et la quantité de gens que ça représente. Comprendre que le fascisme, c'est le fruit de la crise, entre autres du capitalisme. L'idée, je ne vais pas revenir en détail sur tout 1918-1929. En 1929, il y a une crise économique qui explose au niveau mondial. Tout commence aux États-Unis, où le capitalisme, il avait atteint des niveaux de production et une accumulation de marchandises d'une ampleur jamais vue auparavant. Et cette surproduction, elle a plus assez de débouchés dans la société américaine. On a un pouvoir d'achat qui est très mince aux États-Unis, et les dépôts des entreprises qui sont blindés de production qui sont absolument pas vendables dans la société. C'est une période aussi où le chômage augmente d'une manière assez rapide et incontrôlée. Donc il y a un véritable krach boursier. Les capitalistes américains, ils décident d'arrêter de prêter de l'argent à l'Europe, aux pays européens, fin de l'automne 1929, et ça, c'est un effet dévastateur en Allemagne, et évidemment dans d'autres pays qui avaient conclu des emprunts avec les États-Unis. En Allemagne, les indices de production, ils chutent de 20%. La situation en Allemagne, c'est la pire de tous les autres pays européens, puisqu'elle avait emprunté en plus plusieurs 900 millions de livres elle paye 500 millions entre 1924 et 1929, 500 millions de dommages, des dommages de guerre aux Alliés. Et donc elle avait, le reste de son emprunt, il avait été investi dans le pays pour des réparations de toutes sortes après la Première Guerre mondiale. Donc l'économie allemande, elle était dépendante entre autres de ses prêts, de l'argent qui lui était envoyé. Donc avec cet arrêt de l'envoi de l'argent par les États-Unis, il y a même une faillite colossale des banques, entre autres allemandes et autrichiennes. Et la population allemande, elle est broyée par la crise. Le chômage, il atteint des chiffres immenses. C'est-à-dire que c'est officiellement 7 millions de chômeurs en 1932, sans doute 3 millions de plus en réalité, mais qui n'étaient pas enregistrés. Ça fait à peu près un travailleur sur 3. Durant l'hiver 1930-1931, pour donner une idée, la moitié des familles ouvrières, elles survivent parce qu'il y a grâce à des allocations, de secours, des soupes populaires. Je ne vous parle même pas de la situation des jeunes, qui est d'autant plus dramatique. Il y a un grand nombre de jeunes ouvriers qui sont sans toit, sans secours, qui errent sur les routes, qui vivent d'aumônes ou de travaux occasionnels qu'ils arrivent à trouver, avec toute une situation de sous-alimentation particulièrement grave dans la jeunesse. Du côté, pas des ouvriers, mais des employés, des fonctionnaires, des artisans, etc. Eux, ils subissent d'autant plus cette crise par rapport aux ouvriers, puisque les ouvriers, ils ont encore quelques protections, c'est-à-dire des allocations chômage, des trucs qu'on appelle des conventions collectives, même si c'est pas exactement les mêmes que celles qu'on a évidemment maintenant. Et en fait, et donc ils subissent cette crise de manière considérable, et c'est ces couches-là, entre autres, on y reviendra aussi, mais qui vont, à partir de 1930, voter très majoritairement et très massivement pour le parti, le NSDAP, le parti nazi, qui vont remplir, entre autres aussi, les rangs des SA. Pour donner une idée, les SA Attendez, ça c'est les effectifs. Non, c'est ça. Donc les fameuses sections d'assaut dont je vous ai parlé, la milice d'avant, en 1930, c'est 100 000 personnes. En 1932, c'est 400 000. Et 2 millions après, en 1900, j'ai écrit 44, mais c'est 34. Et les effectifs du parti,
le parti nazi en 1928, c'est 100 000 membres, et au début de 1933, ce sera 1 500 000, et qui est composé à 75% en 1930 d'employés, de paysans, de professions indépendantes, et seulement 26% d'ouvriers. Je crois qu'on n'a pas mis 12 000 milliards de citations, mais là, il y en aura une. Trotsky, il a analysé le national-socialisme, donc le national-socialisme, le nazisme, le parti nazi, le NSDAP, etc., comme l'expression politique du désespoir des classes moyennes, des petits commerçants, artisans, paysans ruinés, d'une partie du prolétariat au chômage, de fonctionnaires, d'anciens officiers de la Grande Guerre, qui portent encore leur décoration mais qui ne touchent plus leur solde, des employés de bureaux qui ont fermé, des comptables des banques en faillite, des ingénieurs sans emploi, des journalistes sans traitement ni perspective, des médecins dont les clients sont toujours malades et ne savent pas comment les payer. Toute une frange en réalité, principalement de la petite bourgeoisie, qui se fait en fait saigner complètement par cette crise économique. Et donc il va y avoir, avant même la crise, il y a une importante dans le discours démagogie, parce que vous voyez, c'est national-socialisme. Je vais revenir sur quelques points du programme, mais c'est soi-disant présenté, même s'il y a un anticommunisme particulièrement important dans le programme, les discours. Il y a un aspect soi-disant pseudo-socialiste, pseudo-social. Dans le programme qui est adopté en 1920 du NSDAP, il y a des trucs type confiscation de tous les bénéfices de guerre, augmentation des pensions des retraités, arrêt de la spéculation foncière, le fait qu'il faut que l'État y couvre les frais de l'instruction supérieure des enfants des parents pauvres, des enfants qui ont des parents pauvres, l'amélioration de la santé publique, l'interdiction du travail des enfants, dénationalisation d'entreprises. Il y a même des mesures sur la question des rentiers, enfin en gros les profiteurs, les bourgeois, les capitalistes qui font des thunes sans travailler. Tout ça, bien sûr, il n'y a pas juste ça dans le programme, mais c'est ce qui, est vu comme un moyen d'attirer aussi plus largement. Mais bien sûr, il y a aussi toute la question de la recréation d'un grand Reich, donc un grand empire allemand, l'annulation de toutes les dispositions du traité de Versailles, et toute une série de mesures particulièrement antisémites. J'y reviendrai. Je ne sais plus si c'est là, mais sinon un peu plus tard. Mais donc, bien sûr, la perte de la nationalité allemande pour les citoyens juifs et la mise en place d'un État autoritaire. Donc ça, c'est le programme de 1920. Pareil, on ne va pas faire toute une évolution du programme. Je vous conseille par ailleurs pas d'aller lire Mein Kampf, qui est la version plus détaillée de ce programme-là, mais c'est un ramassis aussi, comprendre un ramassis de préjugés de la petite bourgeoisie. En fait, là, j'ai pris les mesures sociales, soi-disant socialistes, mais qui ne le sont pas du tout, mais il y a un aspect aussi, bien sûr, et c'est ce qu'on en retient le plus, et ce qui est le plus présent, qui est un mythe de la race supérieure, que les Juifs, qui sont les principaux responsables de tous les malheurs du monde, sont eux une race inférieure qu'il faut dégager d'Allemagne. Et ça, pour un petit bourgeois ruiné, qui se considère comme étant un bon à rien et de la race supérieure, ça lui permet de retrouver aussi une forme de fierté. Et la crainte envieuse envers le grand capital, il se retrouve exprimé justement dans les propos enflammés sur la pseudo-finance juive, sur la haine du petit boutiquier juif. Et c'est pour ça que le parti nazi, il arrive aussi à attirer toute une série de petits bourgeois qui pensaient avoir une place dans la société et qui se retrouvent à faire la queue dans les mêmes soupes populaires que les ouvriers, et les ouvriers qui méprisent et dont ils haïssent par ailleurs les idées, elles, réellement socialistes. Une petite bourgeoisie qui haït qui haït énormément le mouvement ouvrier, mais également le grand commerce, la grande bourgeoisie, ce grand commerce qui profite quand même de la faillite aussi de tous les petits boutiquiers dont je vous ai parlé juste avant. Et en fait, cet antisémitisme débordant du parti nazi, il s'exprime vis-à-vis d'eux aussi parce qu'il permet de faire, comme je disais, les juifs responsables de la situation. Et en fait, il laisse hors d'atteinte de toute critique et de toute préoccupation politique la grande bourgeoisie, qui est elle bien responsable de la situation et qui, on va le voir juste après, mais qui le rend très bien d'ailleurs, ce service qui lui est rendu par les nazis. En fait, la bourgeoisie, elle fait le choix du nazisme. C'est un choix qu'elle fait dans la période de remettre son sort dans les mains des nazis pour écraser la classe ouvrière et récupérer aussi tous les profits qu'elle avait générés avant. Elle fait le choix car la crise que j'ai évoqué juste avant, elle mine, elle fait tomber considérablement les profits quand même des entreprises de la bourgeoisie allemande. Un des premiers à financer le parti nazi, c'est un mec qui s'appelle Tyson. C'est une boîte qui existe toujours, ils font des ascenseurs maintenant avec Krupp, qui est un autre mec qui financera les nazis. Donc lui, il commence dès 1923 à financer le parti. Il est rejoint en 1929, donc au pic au grand début de la crise, par le roi du charbon de la Ruhr. Et
et tout un tas d'autres bourgeois dans la déposition du procès de Nuremberg, qui est après la Seconde Guerre mondiale, le moment où tous les grands nazis sont jugés par les puissances victorieuses. Tu as une liste immense de noms de bourgeois allemands qui ont financé et participé politiquement à faire grossir et à mettre en avant ce parti. Et à une boîte, c'est IG Farben. Mon accent allemand est très mauvais, donc vous aurez tout en accent français. Mais cette boîte, c'est un empire industriel de caoutchouc, de plastique, de textile, etc. Il y a des patrons de l'industrie de la potasse, qui est un minerai très utilisé à l'époque. Tu as la compagnie de la navigation, des bourgeois du caoutchouc, des industriels de Cologne, des banquiers. Il y a la Deutsche Bank, il y a la commerce, en gros la banque pour le commerce allemand. Il y a la banque de Dresdner, donc je crois que c'est la banque de Dresde, mais je ne suis pas sûr. Bref, je ne vous fais pas tous les trucs. Il y a Allianz aussi, qui existe toujours, qui ont beaucoup financé les nazis à l'époque, parce qu'eux, ils y voient un intérêt, et que par ailleurs, les nazis, ils ont énormément besoin de ressources financières. Pour vous dire, les SA dont j'ai parlé plus tôt, l'estimation, c'est que c'est 2 millions de marks par semaine pour les payer, pour les financer, pour les nourrir, les habiller, etc. Je ne sais pas ce que ça coûterait aujourd'hui, mais 2 millions de marks, je pense que tout le monde comprend bien que c'est des sommes considérables. En fait, l'enjeu pour la bourgeoisie à ce moment-là, c'est la relance des profits qui sont minés, comme je vous ai dit, par la crise. Et ça a comme précondition la destruction du mouvement ouvrier organisé. Pareil, Clara, elle reviendra dessus juste après. Et donc, la bourgeoisie, elle a besoin d'un parti fasciste de masse, alors qui en 1924, c'est pas trop en 1923, c'est pas trop les masses, mais qui va devenir de plus en plus important au fur et à mesure que la crise impacte la petite bourgeoisie. Un parti fasciste de masse et surtout des formations terroristes paramilitaires qu'il a pour remplir cette fonction de faire peur, d'effrayer la classe ouvrière et de détruire en réalité toutes ces organisations. J'ai pas parlé du putsch de Hitler en 1923, mais il tente un putsch militaire en 1923, mais il est écrasé par la bourgeoisie parce qu'elle n'a pas encore besoin de ça, elle vient d'écraser, elle écrase la révolution, les fins de la révolution allemande, elle écrase la classe ouvrière par elle-même, elle n'a pas encore besoin d'avoir les fascistes au pouvoir à ce moment-là. Mais de ce putsch raté, Hitler il tire une conclusion. Il faut parvenir au pouvoir dans le cadre des institutions. C'est pas parce qu'il a des scrupules légalistes, c'est juste qu'il comprend que pour accéder au pouvoir, c'est le seul moyen, et surtout de le faire avec l'accord des classes dirigeantes. Et donc c'est pourquoi à partir du moment où, du fait de la crise économique, il sent qu'il y a une perspective, une possibilité d'arriver au pouvoir par les élections de manière beaucoup plus rapide. Il met tout son poids dans la balance pour qu'aussi les discours, j'ai parlé des discours pseudo-socialistes d'avant, pour que ces discours ils soient beaucoup plus acceptables par le patronat. La question des nationalisations, ça disparaît. Toutes les mesures susceptibles de fâcher les grands propriétaires terriens, ça disparaît. Des fois les nazis ils donnaient l'impression d'être solidaires avec certaines revendications ouvrières, ça disparaît aussi. Et au contraire, il explique au grand patronat que son objectif à lui, c'est de mettre en place dans les entreprises le principe du chef, c'est-à-dire qui est le même principe que celui qui régit le parti nazi, et qu'il permettra aux bourgeois de régner encore plus sans partage que ce qu'ils ne font déjà dans les entreprises. Et donc ça attire évidemment la grande bourgeoisie à ce moment-là. Trotsky disait quelques jours avant la nomination d'Hitler à la chancellerie, et c'est pour comprendre un peu l'état d'esprit des bourgeois à ce moment-là, nous sommes dans une époque où la défense de la propriété privée ne peut être assurée autrement qu'à coups de poing, et plus qu'à coups de poing d'ailleurs, un coup de matraque, violence, meurtre, etc. Et donc quel rôle que les bandes fascistes elles vont mettre en place. Et donc maintenant on en vient à la partie sur comment, parce qu'il y a quand même des partis ouvriers en Allemagne à ce moment-là, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à tout ça. Donc voilà, face au parti nazi, il y a deux principaux partis ouvriers qui font office d'opposition. Finalement, ils vont quand même se révéler incapables de stopper les morales fascistes. Alors tout d'abord, il y a le SPD, qui est donc le Parti social-démocrate allemand. Dans les années 30, c'est un parti qui a une influence énorme sur la classe ouvrière. Il représente environ 20 à 25% des voix aux élections. Il y a 1 million de membres. Il est à la tête du principal syndicat qui s'appelle la DGB. Et dans la DGB, il y a 4 millions de syndiqués, donc sur environ 18 millions de travailleurs. Donc ça vous donne une petite idée. Le SPD, c'était vraiment le joyau de la deuxième internationale, donc l'internationale ouvrière socialiste. C'est aussi un parti qui se revendique du marxiste, etc. Au début de la Première Guerre mondiale, il va voter les crédits de guerre et participer à l'Union sacrée. Le parti s'est donc rangé du côté de sa bourgeoisie contre le prolétariat des autres pays belligérants. Il va continuer d'ailleurs durant les années 20 à glorifier dans son organe de presse les centaines de milliers de sociodémocrates morts pour l'idée d'une Allemagne plus belle et plus libre.
Enfin, il oublie quand même totalement que tous les ouvriers qui sont morts en tant que chair à canon et comme il oublie tous les ouvriers qui sont morts en tant que chair à canon et comme esclaves du capital, quoi. Et puis il participe également à l'écrasement de la révolution de 1918. Et il a également trahi la tentative d'insurrection de 1923. Et il a également armé les corps francs qui ont exécuté Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, qui sont quand même les dirigeants et fondateurs du Parti communiste naissant en Allemagne à ce moment-là. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu. Face à la montée du fascisme en Allemagne, le SPD il est convaincu de s'en remettre constamment aux institutions bourgeoises. Ce parti va essayer de convaincre la bourgeoisie de participer au dialogue social et de venir discuter avec lui. Pourtant, sa base sociale, elle s'est vraiment radicalisée avec la crise économique de 29 et même les crises économiques qu'il y a eu avant. Ce qui met le SPD dans une position assez difficile en fait, parce que pour prouver à la bourgeoisie qu'il peut empêcher tout risque révolutionnaire et que la bourgeoisie n'a donc pas besoin de l'option fasciste, la direction social-démocrate, elle est obligée de diriger des grèves pour mieux les contrôler. Sauf que la bourgeoisie, elle peut plus assumer à un moment cette politique de dialogue social. Elle est obligée de venir écraser la classe ouvrière. Et y compris du coup les très respectables sociodémocrates qui lui ont tant sauvé la mise. Et le SPD, en fait, il va être délaissé au profit des nazis. Mais le SPD, il va vraiment s'enfermer dans une politique qui va lui coûter la vie, en fait. C'est donc une politique du moindre mal. Au début de 1932, lors des élections pour la présidence du Reich, il va quand même appeler à faire barrage à Hitler en votant dès le premier tour pour le maréchal Hindenburg, qui est quand même le président qui va nommer Hitler chancelier un an plus tard, quoi. Donc voilà, Théma à la tête du barrage. Les sociodémocrates, ils pensent que les élections en fait, vont sauver les Allemands d'Hitler et finalement pas du tout. Par exemple, le 12 février 1933, tu as 600 nazis qui viennent donner l'assaut sur un foyer sportif ouvrier. Stampfer, je parle ni allemand ni aucune langue, donc, qui est à ce moment-là un leader de la social-démocratie. Il va écrire sur cette attaque du foyer ouvrier qu'il a sa foi dans le droit et la justice qui n'est pas encore morte en Allemagne. Faut même croire que sa foi, elle a survécu comme lui, puisqu'il s'est exilé au fascisme. Malheureusement, des millions de prolétaires n'auront pas sa chance. La social-démocratie, en fait, elle garde pas du tout en tête que qui veut la victoire de la justice prolétarienne sur la violence fasciste doit entrer en lutte, quoi. S'en remettre à un droit, à une justice bourgeoise, c'est vraiment aveugler les travailleurs sur leur capacité à enrayer la montée du fascisme. C'est en fait jamais leur faire confiance et les tromper sur la possibilité d'arrêter ça par les urnes. Le Parti social-démocrate, il fait également un peu semblant de vouloir bien s'entendre avec les communistes qu'ils accusent de sectarisme, ce qui est un peu vrai en fait. Mais de toute façon, tout ce qu'il leur propose, c'est un pacte de non-agression en 1932, c'est-à-dire en fait l'inverse d'une action commune, quoi. Toute lutte physique commune briserait leur potentiel accord avec la bourgeoisie, et il théorise le fait que ça pousserait la bourgeoisie même dans le camp fasciste, donc autant montrer une respectabilité relative. De toute façon, le SPD, il pose jamais la question de comment combattre le fascisme, parce qu'en fait, la social-démocratie, elle combat pas le fascisme, elle l'évite via des accords, via des élections. Mais bon, en fait, c'est un peu normal que des sociodémocrates se comportent comme des sociodémocrates. Ce que vous voulez savoir, c'est ce que fait le Parti communiste, la section allemande de l'Internationale communiste de Lénine. Alors, ce parti-là, donc qu'on appelle le KPD, il est constitué de dizaines de milliers de membres, quand même vachement plus que nous, quoi, par exemple. Il influence environ 300 000 personnes au sein des syndicats communistes et il représente environ 15% des voix électorales. C'est un parti qui participe à la Troisième Internationale stalinisée et qui vit du coup les tournants de sa politique. À partir de 1928, c'est un moment où l'Internationale communiste elle va opérer un brusque revirement. En fait, entre 1921 et 1928, la politique qui est menée par l'Internationale communiste et le KPD, c'est celle du Front unique ouvrier. Donc ça passe par des alliances extra-parlementaires. Le KPD il va s'impliquer dans pas mal de mouvements de grève, notamment en s'alliant à d'autres partis comme le SPD ou l'USPD. Comme quoi, les scissions, on ajoute une lettre, c'est vraiment pas nouveau, quoi. Tout en conservant leur liberté de critique. Ça a permis au KPD, enfin cette politique-là, elle a permis au KPD de largement grandir et d'être vachement respecté au sein des syndicats. Le Front unique, il se dessine notamment en juin 22, où après l'assassinat antisémite de Rathenau, qui est un ministre démocrate par l'extrême droite, le KPD il va organiser une réunion avec l'USPD et l'USPD afin de prendre des mesures de défense contre le terrorisme d'extrême droite.
C'est le cas notamment également lors des grèves des cheminots de 1922, où il y a des manifestations communes et des comités qui sont organisés au niveau local entre militants sociodémocrates et militants communistes. Et c'est une pratique qui va vraiment participer à transformer le parti du KPD, qui est à ce moment-là peu implanté dans la classe ouvrière, en un parti de masse ouvrière en 1924. Mais du coup, cette politique, face à la montée du fascisme, elle est complètement abandonnée pour ce qu'on va appeler la troisième période. À contrario du Front unique ouvrier, ça va se traduire par une attitude hyper sectaire envers les partis sociodémocrates, qui vont qualifier de social-fascistes. Sauf qu'en fait, dire que les sociodémocrates sont... dire que la social-démocratie, c'est le social-fascisme, en fait, ça brouille totalement le cerveau des travailleurs. En fait, comment tu différencies le fascisme, sachant que c'est quand même un parti politique qui a social dans son nom, et le social-fasciste. Franchement, quand le KPD il transmet la théorie que c'est deux frères jumeaux, c'est quand même assez compliqué de faire la différence, quoi. Par exemple, en 1931, la Rottfahn, le journal du KPD, il va écrire « Le fascisme de Brüning n'est pas meilleur que celui de Hitler, c'est contre la social-démocratie que nous menons le combat principal. » Brüning, à ce moment-là, c'est le chancelier avec l'appui de la social-démocratie. Et en fait, effectivement, il va aggraver la crise économique avec une politique restrictive, une baisse de la part des chômeurs indemnisés et une hausse des impôts, etc. Mais ils vont vraiment taper sur la social-démocratie. Le président du KPD, Ernst Thälmann, il va quand même dire dans son discours de décembre 31 « Les arbres nazis cachent la forêt social-démocrate ». Ça vous donne quand même une vision sur, en fait, c'est quoi la politique à ce moment-là du KPD, quoi. Et c'est vraiment de taper sur la social-démocratie à tout prix et de confondre les deux. La question, c'est comment gagner en fait la confiance des ouvriers sociodémocrates qui sont hyper nombreux avec une telle campagne de diabolisation. Mais en fait, le KPD, il n'essaye pas vraiment de s'adresser aux ouvriers sociodémocrates. Pourtant, il en a l'expérience. Ça a été le premier à défendre la perspective du Front unique ouvrier dès 1921. Mais en attendant, là, actuellement, avec la montée du fascisme, qu'est-ce que le KPD il fait pour construire l'unité prolétarienne ? Et en fait, il va faire des trucs. Il va créer d'autres organisations qui va dire unitaires, notamment d'autodéfense contre l'extrême droite, comme une organisation qui s'appelle l'Action antifasciste. Et il y a un moment où des ouvriers sociodémocrates vont venir parler à Thälmann et lui demander si l'Action antifasciste, c'est une annexe du Parti communiste. Il va dire non, évidemment. Mais il va aussi expliquer que l'Action antifasciste, ça vise la destruction de l'État bourgeois. Donc c'est pas difficile dans ces conditions pour les sociodémocrates de refuser de faire partie en fait de cette organisation, quoi. Et même de refuser une alliance qui aurait pu être de circonstance. En fait, c'est une orga unitaire entre communistes et sympathisants communistes. En fait, c'est ça le sectarisme, quoi. Et avec sa politique, le KPD il permet vraiment au SPD de garder la face, quoi. Et puis ça a donné quand même les conséquences qu'on connaît. Paradoxalement, en plus, le KPD il va essayer de concurrencer le NSDAP sur le terrain du nationalisme, en devenant méga opportuniste, quoi. Il va mettre sur le même plan la révolution populaire et la révolution prolétarienne, la libération nationale et la libération sociale, comme si l'Allemagne c'était un pays colonisé, en fait. Et il va jusqu'à mener des actions parallèles et parfois concertées entre le Parti communiste et le Parti nazi, notamment pour renverser le gouvernement de la République de Weimar, comme la motion qui va provoquer la dissolution du Parlement allemand en juillet 1932. Ces actions, en fait, elles se font parce qu'il y a vraiment une sous-estimation du danger de l'atomisation de la classe ouvrière qui risque d'arriver, quoi. En fait, il y a toute la théorie que si les nazis sont au pouvoir, c'est quand même moins grave que la social-démocratie, parce que juste après, la révolution, elle sera à nos portes, ce sera nous juste après, quoi. Théorie qui, en fait, n'a pas du tout été démontrée, du coup. Donc, on a vu que les deux principaux partis ouvriers, qui organisent, influencent la vie de millions de personnes, sous-estiment la menace fasciste, car pour l'un, on peut la contrôler par les institutions, pour l'autre, une victoire nazie, c'est une ouverture de la révolution allemande, et une victoire des communistes, super. Mais on trouve quand même des militants organisés qui prennent le danger au sérieux, non seulement qui alertent sur la situation, mais qui aussi proposent une autre politique, en fait, pour résoudre la situation. Ces militants, ils sont principalement influencés par un ancien dirigeant bolchevique qui est à ce moment-là exclu de l'internationale communiste, qui s'appelle Léon Trotsky. Mais alors, qui est Léon Trotsky ? En fait, c'est un membre du parti bolchevique qui a parti de l'Union
de l'Union soviétique, et qui a participé à la révolution de 1917, qui a dirigé l'armée rouge. En tout cas, c'est vraiment un membre important. Dans les années 30, donc face à la montée du fascisme, pas face à la montée du fascisme, dans les années 30, sa politique, elle s'oppose à celle de Staline, qui est à la tête du Parti communiste de l'Union soviétique. Trotsky, il est d'ailleurs exilé en Turquie en 1929. Et il va commencer à proposer sa politique de front unique à ce moment-là. Son objectif, c'est d'aller chercher une aile gauche au sein des partis communistes pour venir redresser la barre de l'international communiste, qu'il considère en dérive. Donc il s'adresse majoritairement aux militants du KPD, qui pourraient se reconnaître dans sa politique, mais de toute façon, il est lu plus largement que dans les rangs communistes. Et donc dès 1930, Trotsky, c'est quelqu'un qui va vraiment voir l'urgence de la lutte contre la montée du fascisme en Allemagne, quoi. Pour lui, il s'agit vraiment d'agir immédiatement. On ne peut pas attendre plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années et tout. Parce que, en fait, juste, il est plus facile d'arrêter une montée du fascisme plutôt que d'arrêter le fascisme une fois qu'il a totalement détruit la classe ouvrière et toute son organisation, quoi. Pour lui, le KPD, il n'est pas du tout mort enterré et il peut vraiment se battre et entraîner la classe ouvrière. Donc la politique qui est proposée par Trotsky, c'est celle du Front unique. Alors Front unique et pas Front populaire, c'est vraiment pas la même chose. Front populaire, ce sera défendu par l'Internationale communiste en 1935, puisque en fait c'est que des zigzags tout le temps. Et puis, je pense que vous avez entendu parler du Front populaire, c'est un peu revenu dans les dernières discussions. À l'inverse justement des marchandages parlementaires qui sont parfois conclus entre le Parti communiste et la social-démocratie, qui, en règle générale, ces marchandages parlementaires, ils servent uniquement à la social-démocratie, en fait. Parce qu'une alliance programmatique et électorale, elle se fait toujours sur le programme le plus modéré, donc celui de la social-démocratie. Le Front unique, en l'occurrence, c'est un accord pratique pour des actions de masse avec des buts militants qui ont quasiment aucune exigence, quoi, pour que les dirigeants sociodémocrates ils puissent juste accepter, quoi. Le programme il se base principalement sur la protection des usines, la liberté d'action des comités d'usine, l'intangibilité des organisations et des institutions ouvrières, la question des dépôts d'armes dont pourraient s'emparer les fascistes, sur les mesures à prendre en cas de danger, sur les actions militantes des communistes et des sociodémocrates qui veulent en fait se battre contre le fascisme, quoi. Il s'agit vraiment de défendre les positions morales et matérielles de la classe ouvrière et celles qu'elle a déjà conquises. Ça veut dire les syndicats, les journaux, les imprimeries, les clubs, les bibliothèques et les organisations en tant que telles. L'exemple très simple, c'est en gros, s'il y a des fascistes qui viennent saccager le local de ton organisation social-démocrate, et ben moi, communiste, je viens avec des armes et je viens défendre ton local. Et par contre, j'attends la même chose de toi. En fait, on fait ça ensemble. Sauf qu'en fait, du coup, quel ouvrier social-démocrate pourrait ne pas répondre favorablement à ça, genre ? Et quel dirigeant social-démocrate pourrait refuser un tel programme qui, en fait, n'est pas du tout révolutionnaire, donc pourrait convenir à tout le monde. En général, cet accord, il se fait beaucoup plus au profit du parti révolutionnaire, contrairement aux accords électoraux. Parce qu'en fait, s'il le propose aux dirigeants social-démocrates et qu'il le refuse, et ben à la base, elle voit l'intérêt et elle remet en doute ses dirigeants. Et si jamais la direction du Parti social-démocrate accepte, et ben en fait, ça permet des victoires, une confiance en la classe ouvrière grandissante, qui même si elle se traduit pas forcément par des membres qui viennent rejoindre le KPD, ben en fait, ça reste une victoire pour le mouvement ouvrier et pour la conscience de classe, quoi. Le Front unique, c'est vraiment marcher séparément, mais frapper ensemble. Expression que vous avez probablement déjà entendue. Voilà, si vous écoutez, Nathalie Arthaud, elle l'utilise souvent. L'objectif premier, c'est vraiment pas de démasquer la social-démocratie, en fait. C'est de lutter efficacement contre le fascisme. Les communistes, évidemment, dans cette politique, ils doivent garder leur indépendance politique, justement, puisque les objectifs finaux entre la social-démocratie et les communistes, c'est pas du tout les mêmes. Et ils sont inconciliables. Donc, le droit de critique, il peut être mutuel. C'est pour ça qu'en fait, on est quand même loin du Front populaire où les communistes, ils se rangent derrière les socialistes. Il y a une phrase aussi de Trotsky où il dit les fascistes essayent d'encercler les foyers ouvriers révolutionnaires, encerclons l'encercleur. Cette politique contre le fascisme, en fait, au-delà du fait qu'elle soit défensive, c'est aussi une politique de conquête ouvrière qui pourrait amener à la constitution de pouvoir ouvrier et qui aurait à prendre le pouvoir pour écraser définitivement le fascisme et la société bourgeoise qu'il a enfantée. En fait, c'est une politique pour la révolution, puisque la meilleure défense, en fait, ça reste l'attaque, quoi. Sauf que cette politique proposée par Trotsky, elle n'est pas suivie par les partis allemands, puisque Hitler devient chancelier en 1933, le 30 janvier.
Il se passe quelque chose à côté. Bon, vous m'entendez quand même, c'est un peu plus animé. On se reconcentre. Sinon, peut-être juste fermer la fenêtre. On a un petit concert en même temps. Donc la politique du front unique qui est proposée par Trotsky, elle n'est pas suivie par les partis allemands, puisque Hitler devient chancelier le 30 janvier 1933. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que, mais bref. Elle a des conséquences désastreuses et ça commence principalement par la destruction de la classe ouvrière et de son organisation. Donc quelles sont les conséquences en fait de la politique, notamment des partis ouvriers et du parti nazi? Alors Hitler il ne devient pas chancelier grâce à un coup d'État ou grâce à une victoire électorale qui serait écrasante, puisque même en fait il perd 2 millions de voix entre les élections de juillet et les élections de novembre 1932, donc quelques mois avant qu'il devienne chancelier. Parce qu'en fait c'est la bourgeoisie qui a fait le choix de lui donner les clés du pouvoir, suite à un rendez-vous avec la crème de la bourgeoisie allemande. En fait, c'est 38 grands patrons qui ont écrit un courrier au président allemand pour le sommer de nommer Hitler chancelier, quoi. Donc, ni coup d'État, ni victoire électorale, ce qui est assez dingue. Hitler, il se met immédiatement au travail et il va profiter d'un événement qui s'appelle l'incendie du Reichstag, enfin, qui est un incendie du Reichstag, en fait, pour attaquer frontalement les organisations ouvrières et démocratiques. Et cette fois-ci, il va le faire avec les moyens de l'appareil d'État, ce qui donne un nouveau niveau, quoi. Alors, en fait, dans la nuit du 27 février 1933, donc un mois après que Hitler soit nommé chancelier, il y a le Parlement, donc le Reichstag allemand, qui brûle. Et la police, elle va utiliser le prétexte d'avoir trouvé un soi-disant sympathisant du KPD qui était dans le coin pour le nommer responsable de l'incendie. C'est surtout un prétexte pour les nazis pour lancer une grosse campagne de terreur et de répression des communistes, puis de tous les militants ouvriers. Le soir même, Hitler, il va d'ailleurs dire, donc le soir même de l'incendie, le moment est venu d'en finir avec le communisme. Ça veut un peu tout dire quand même. Et donc ça va donner lieu à des milliers de militants communistes qui vont être arrêtés, assassinés, notamment grâce au déploiement des milices armées dans tous les quartiers ouvriers. Il y a aussi un décret qui est instauré, vraiment c'est quelques jours après, qui va suspendre l'essentiel des libertés civiles et politiques, notamment la liberté personnelle, le droit de la libre expression des opinions et donc le droit de la presse, mais aussi le droit de réunion, le droit d'association, le droit de grève, dont l'incitation est passible de 3 mois à 1 an de prison. Genre si je te dis « Oh, ce serait pas bien qu'on fasse grève », bim, 3 mois de prison, ce qui est quand même un peu grave, quoi. Le KPD, il va aussi perdre sa presse, il y a des journaux socialistes qui vont être interdits, et le KPD sera d'ailleurs interdit le 6 mars 1933 pour quelques mois. Au lendemain des dernières élections législatives libres, et du coup, ces 81 députés qui ont été élus, ils ne pourront jamais siéger. Et puis, il faudra encore quelques mois pour interdire tous les partis ouvriers et fonder une véritable dictature en juillet 1933. Donc, après la destruction des organisations, après la destruction juste de la base militante des organisations, ça va également passer par le démantèlement systématique des syndicats. Donc le grignotage des syndicats libres, donc c'est les syndicats qui sont plutôt orientés vers le socialisme, commence dès 1928 avec la fondation de cellules d'entreprise nationales socialistes, donc très clairement liées au parti nazi, qui s'appellent les NSBO. Donc le but de ces cellules d'entreprise, c'est vraiment de rivaliser avec les syndicats libres, qui eux ont un réel impact dans la classe ouvrière. Bon, le résultat, il fait vraiment peine à voir, puisque aux élections de... Enfin, peine à voir, pas tant, mais... Aux élections de 1931, en fait, les cellules d'entreprise nazies, elles font 0,5% des voix, là où les syndicats libres font 83,6% des voix. Donc, voilà. Les nazis, ils comprennent très vite qu'en fait, face à la liberté syndicale, leurs efforts, ils sont vraiment sans effet. Et du coup, c'est très simple pour les nazis, un problème, une solution, et on va supprimer la liberté syndicale. Et du coup, en 1933, en avril... Donc Hitler au pouvoir, on a les moyens de l'appareil d'État, c'est plus simple. Les attaques, elles vont vraiment se succéder contre les syndicats avec une intention super claire, les détruire eux et leur influence. Alors je vais vous donner quelques exemples. Donc les élections syndicales au sein des entreprises, elles vont être différées. Et les membres en exercice, donc une majorité qui est issue des syndicats libres, peuvent être révoqués pour raisons économiques ou politiques. Et remplacés par des membres nommés. On se demande bien qui va être nommé. Ça commence par un N, ça finit par nazi.
les employeurs, ils sont désormais également autorisés à licencier tout travailleur qui est soupçonné d'être hostile à l'État. Encore une fois, tu mets ce que tu veux dedans. Et en plus, si jamais tu as un travailleur qui est soupçonné de ça, il ne peut pas faire appel à la défense qui est soi-disant prévue par le régime. Mais attention, c'est pas assez, puisque le lendemain du 1er mai 1933, ce qui est quand même une date significative, tous les immeubles des syndicats ouvriers, ils sont simultanément occupés par les sections d'assaut et tous les chefs des syndicats sont emprisonnés. Le 10 mai, il y a la constitution du Front du travail allemand, qu'on appelle aussi DAF, le DAF, qui englobe les adhérents des différents syndicats au sein de fédérations. Le 16 mai, le droit de grève il est officiellement aboli. Mais comme l'explique Robert Ley, qui est le directeur du DAF, rien n'est plus dangereux que des hommes déracinés que l'on prive de leur organisation de défense. Le Front du travail a été créé pour écarter les meneurs sans scrupules. Le Front du travail, malgré son nom un peu trompeur, c'est pas du tout la défense du droit des travailleurs, quoi. En fait, c'est une organisation purement politique, c'est une administration de l'État qui est chargée du bourrage de crâne. En fait, elle est destinée à la préparation par l'éducation de tous ses membres au national-socialisme. Ils sont endoctrinés, mais ils sont aussi surveillés de ouf. En fait, il y a à la fois leur employeur, qui est membre de droit de la communauté d'entreprise, et en même temps, ils sont aussi surveillés par la cellule d'entreprise qui est national-socialiste. Donc, voilà, super. L'entrée au Front du travail, elle n'est pas du tout obligatoire, mais par contre, il y a une énorme pression patronale. En fait, on va juste mettre des clauses dans les contrats de travail, à savoir je ne t'engage pas si tu n'es pas dans le DAF. Donc en fait, même si c'est pas obligatoire, ça l'est un peu quand même. Par ailleurs, l'État national-socialiste, il se donne aussi le droit de refuser quiconque du DAF et donc littéralement de le priver d'emploi en fait. L'État, il va aussi réprimer sévèrement toute tentative d'organisation indépendante des ouvriers, donc avec lourde amende, peine de prison pour manquement à l'honneur social, en cas de diffamation ou d'excitation des camarades de travail, mais également en cas de divulgation des secrets de fabrication. Ça veut dire que l'espionnage industriel, comme par exemple le fait de révéler des éléments du coût de production, c'est considéré comme de la haute trahison et c'est passible de la peine de mort. Voilà. Et donc cette destruction de tous les syndicats et des organisations, ça va constituer vraiment des conditions très favorables pour le massacre des salaires et donc l'explosion des profits. Donc de 1933 à 1935, les salaires ils sont réduits de 25 à 40%, entre 25 et 40%. Ces salaires, qui sont déjà très faibles, ils sont coupés par un festival de nouveaux impôts. Alors des impôts sur le salaire, sur le célibat, l'assurance chômage, l'assurance maladie, l'assurance d'invalidité, les cotisations au Front du travail, à l'association de loisirs, aux défenses antiaériennes, aux partis, aux jeunesses hitlériennes, etc. etc. Ça contribue à la diminution du salaire, qui est brut du coup, de 20 à 30%. Mais en parallèle, les allocations d'assurance sociale, comme l'assurance maladie, invalidité, vieillesse ou chômage, elles sont également diminuées en fait. Les caisses ouvrières de secours mutuel, par exemple, sont dissoutes. Donc on n'a même pas un moyen de se retourner vers autre chose. Et un autre moyen de la politique nazie, ça va être utiliser la lutte contre le chômage pour en fait défoncer encore plus les salaires. En fait, ce que va faire le parti et les autorités publiques, c'est obliger les employeurs à embaucher beaucoup plus que nécessaire pour lutter contre le chômage. Sauf que les employeurs, en fait, ils vont compenser soit par la baisse pure et simple des salaires, soit par la baisse du temps de travail par ouvrier, ce qui va en fait faire baisser les salaires. Le niveau général du coup des salaires, il est aussi déprécié par les patrons qui utilisent les chômeurs pour des travaux publics avec des salaires dérisoires. Enfin, cette main-d'œuvre bon marché, elle est payée entre 1,5 marques à 2 marques par jour. Il me semble qu'à ce moment-là, une baguette de pain, c'est environ 150 marques. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et ça permet en plus de ça de mettre une pression sur le niveau du salaire des ouvriers qui sont non chômeurs. Et en plus, comme l'a dit Bart, on est à une époque où il y a 7 millions de chômeurs en fait. Donc il y a beaucoup de main-d'œuvre qui est très bon marché. Puis il y a aussi juste une surexploitation qui est vraiment de mise, quoi. Göring, qui est un haut dignitaire nazi, il va expliquer que nous devons aujourd'hui travailler double pour le Reich de la décadence, de l'impuissance, de la honte et de la misère. 8 heures par jour ne suffisent pas, il faut travailler. Super. Plusieurs ordonnances vont notamment autoriser les inspecteurs du travail à accorder des heures supplémentaires en dérogation au contrat. Alors, c'est pas du tout des heures supplémentaires payées ou majorées, pas du tout. En fait, c'est juste un allongement de la journée de travail jusqu'à plus de 10 heures.
En gros, la vie des travailleurs sous le socialisme promis par le parti nazi, c'est quand même pas la gloire. Et donc, une des autres conséquences quand même de l'accession des fascistes et des nazis au pouvoir en Allemagne, c'est une conséquence que tout le monde connaît évidemment un petit peu, c'est la guerre. Avant de parler de ça, quand même revenir sur la montée du mouvement fasciste de masse, c'est d'un certain point de vue une forme d'institutionnalisation de la guerre civile. Et comprendre que, on en reviendra sûrement dans la discussion aussi, mais les deux parties, elles ont objectivement, c'est-à-dire comment dire, d'un côté les fascistes, de l'autre côté la classe ouvrière, elles ont objectivement une chance de l'emporter chacune. Et c'est une des raisons par ailleurs pour laquelle la grande bourgeoisie, elle soutient et elle finance des expériences du type fasciste que dans des conditions très particulières. Parce que d'un certain point de vue, c'est un peu qui tout double. Et si ça foire et que c'est la classe ouvrière qui gagne, eh ben la bourgeoisie, elle se fait, pour faire dans les gros signes, mais rouler dessus. Si les fascistes ils réussissent à balayer l'ennemi, c'est-à-dire la classe ouvrière organisée, à la paralyser, à la décourager, à la démoraliser, c'est qu'ils ont réussi, leur victoire, elle est assurée. Si par contre le mouvement ouvrier, et Clara, elle est revenue quand même, le mouvement ouvrier en Allemagne, malgré l'erreur, les erreurs et les trahisons de ces directions, c'est quand même immense en termes de force. La classe ouvrière allemande et tout ce qu'elle a pu faire dans l'histoire. Si le mouvement ouvrier réussit à repousser l'assaut des fascistes et à lui-même prendre l'initiative, en fait, il peut infliger une défaite non seulement aux fascistes, mais aussi d'un certain point de vue en réalité aux capitalistes et au capitalisme qu'il a engendré. Bon, cette politique aurait pu être celle de la classe ouvrière allemande, mais que les directions staliniennes du KPD et social-démocrates du SPD ont empêché et tué dans l'œuf. Trotsky disait « Il est impossible de réformer le fascisme ou de lui donner son congé, on ne peut que le renverser. L'orbite politique du régime nazi bute contre une seule alternative, la guerre ou la révolution. » La classe ouvrière allemande et en réalité la classe ouvrière au niveau européen, elles ont eu la guerre. Le fascisme allemand et italien, comme on l'a évoqué avant, ils se sont hissés au pouvoir sur le dos de la petite bourgeoisie, ils s'en sont servis comme un bélier contre la classe ouvrière et les institutions plus ou moins démocratiques. Mais une fois au pouvoir, le fascisme, c'est pas du tout le pouvoir de la petite bourgeoisie. C'est la dictature la plus impitoyable du capitalisme des monopoles. On pourra revenir dans la discussion parce que sinon ça a allongé le topo, mais les SA dont on a beaucoup parlé avant, c'est des bandes, des milices de la petite bourgeoisie. Une fois qu'Hitler il arrive au pouvoir, l'un des premiers trucs, après toute la destruction des acquis de la classe ouvrière que Clara a évoqué, il va aussi donner les moyens de détruire en fait politiquement ce qu'était la force des SA. En fait, quand on parle de la guerre, tout le monde pense aux SS. Les SA, ils n'existent plus presque pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait, c'est des petits bourgeois qui ont quand même un peu des illusions sur les idées socialisantes et les bouts vaguement socialistes du programme, mais ils vont commencer à demander des comptes et ils vont se faire rouler dessus. Tous leurs chefs vont se faire tuer en 1934, et la force politique que ça pouvait être, c'est-à-dire des millions de gens organisés pour défoncer la gueule à la classe ouvrière, vont complètement disparaître, vont être intégrés après au SS, à l'appareil d'État, parce que c'est aussi ça, il y a une fusion entre après les forces nazies et l'appareil d'État allemand. Mais donc bref, c'est pas du tout la dictature de la petite bourgeoisie, c'est la dictature la plus impitoyable des grands groupes et de la grande bourgeoisie des monopoles allemands. Le grand capital, il est seul maître dans les usines, et pour donner une idée quand même en termes on parlait beaucoup les profits, il y a plus de profits en 1929, ou en tout cas ils en prennent beaucoup plein la gueule. Entre 1928, qui est la dernière année avant la crise économique, et 1938, donc qui est la dernière année avant la guerre, les profits des capitalistes allemands, ils ont triplé. Alors j'ai pas le montant précis, vous m'en excuserez, mais ils ont triplé. Donc ça donne quand même un petit peu une idée. Pour toujours reprendre le grand camarade Trotsky, sur la question du national-socialisme, il disait « La concentration forcée de toutes les forces et moyens du peuple dans l'intérêt de l'impérialisme, c'est la véritable mission historique de la dictature fasciste. » Et ça implique la préparation de la guerre. Parce que pour retrouver aussi, bien sûr, tous leurs profits, tout ce qui était l'impérialisme allemand avant la Première Guerre mondiale, et ben l'impérialisme allemand, il a besoin de la guerre, d'une guerre pour la domination du monde, pour la domination de l'Europe. C'était ça le but aussi de l'entreprise nazie, le pillage de l'Europe, de l'Union soviétique, qui avait comme mission aussi de résorber la banqueroute de l'État, une banqueroute qui menaçait de ouf, et de garantir justement les profits. Et donc la guerre, cette guerre qui est déclenchée à 38-39,
1939, c'est la continuité aussi de la politique de toutes les forces conservatrices nationalistes allemandes depuis la fin du 19e siècle. On ne revient pas sur la Première Guerre mondiale, mais c'est dans la continuité de ça. Et donc la guerre qui arrive à peu près 5 ans après 1933, pourquoi elle arrive si tard? Parce qu'il fallait, il fallait le temps que le pays se réarme. Je vous ai expliqué tout ce qui est les bilans du traité de Versailles et la réalité de l'armée allemande à ce moment-là, même s'il y a une fusion entre les masses, les forces paramilitaires nazies avec l'appareil d'État, il faut le temps de reconstituer aussi une armée et de préparer le conflit. Et bien sûr, cette guerre, il y a un topo dans le cadre du WEF sur la question plus spécifique de l'antisémitisme. Mais cette guerre, c'est aussi évidemment, et tout le monde le sait, l'extermination de 5 à 6 millions de juifs, qui est un aboutissement industriel en fait de l'antisémitisme larvé et développé et mis en avant par les nazis, mais un antisémitisme qui est profond par ailleurs en Europe et qui existe depuis des années, et avec eux des centaines de milliers de tziganes, de roms, de polonais, de communistes, d'homosexuels, etc. On ne fait pas toute la liste. Pour citer Bebel, il disait, lui, l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles. Les juifs ne peuvent être confondus avec les capitalistes, et c'est l'honneur du mouvement ouvrier que de combattre l'antisémitisme. Et c'est quand les travailleurs ils s'uniront contre leurs exploiteurs qu'ils jetteront les préjugés racistes dans les poubelles de l'histoire et le système qui charrie avec que les choses pourront quand même sacrément changer. En conclusion, on vous a dit, on fera, je pense que c'est plutôt le plan de la discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, la menace de l'extrême droite, c'est la menace fasciste ou pas? Moi, j'ai déjà ma petite idée, mais l'idée, c'est qu'on en discute tous ensemble. Pour résumer, en 6 points, de manière hyper rapide, ce qu'est le fascisme, comment il monte, etc. La montée du fascisme, c'est l'expression de la crise structurelle du capitalisme. Et il a comme fonction première de modifier par la force les conditions de la reproduction du capital, donc la création des profits, etc. Je ne fais pas le dessin. Deuxième point, c'est un pari politique pour la bourgeoisie qui renonce, parce qu'en fait, quand Hitler il arrive au pouvoir, la bourgeoisie, elle ne contrôle plus rien. Elle contrôle les usines, mais le pouvoir politique, c'est les nazis, c'est le chef, c'est Hitler qui décide. Alors que dans la société, là aujourd'hui, en France, démocratie bourgeoise, la bourgeoisie, elle dirige le pouvoir politique. Donc c'est un pari, puisqu'elle renonce à l'exercice du pouvoir politique, elle le perd au profit d'un chef. Troisième point, le fascisme, il implique la destruction de la quasi-totalité des conquêtes du mouvement ouvrier, de ses organisations, et par ailleurs pas juste de ses organisations, de ses militants. Et il faut un véritable mouvement de masse, c'était le rôle des SA, entre autres, un mouvement de masse qui exerce une terreur morale et physique de masse pour décourager et résigner la classe ouvrière et ses organisations. Quatrième point, ce mouvement de masse, il surgit, on l'a dit, de la petite bourgeoisie qui est durement touchée par la crise, les petits commerçants, les petits propriétaires, etc., qui craignent pour leur qualité et leurs conditions de vie. Et bien sûr, il est aussi soutenu politiquement et financièrement par d'importants secteurs de la bourgeoisie et du capital monopolistique en Allemagne, mais partout le fascisme, il existe. Le fascisme, il grandit sur les cendres d'un mouvement ouvrier affaibli, désorganisé, ce qui a été évoqué sur la politique menée par les organisations du mouvement ouvrier en Allemagne. Et sa victoire, elle vient de l'incapacité du mouvement ouvrier à s'imposer et à entraîner avec lui non seulement les masses ouvrières, mais en réalité les masses de la petite bourgeoisie qui auraient plus d'intérêt à suivre le mouvement ouvrier que le fascisme qui les écrasera de toute façon à la fin. Et un point qu'on n'a pas trop développé, mais le 6e point, c'est qu'une fois arrivé au pouvoir, le fascisme il se bureaucratise, il fusionne avec l'appareil d'État. J'ai un peu évoqué, mais les gangs nazis qui deviennent en fait après les forces de police, les SS et toutes les forces de l'appareil d'État fasciste. Et donc pour la bourgeoisie, il ne lui reste plus que l'aventure militaire, la guerre, qui par ailleurs pour elle sera une défaite en 1945. Voilà, c'est la fin du topo.